Vous avez un sourire avec un petit espace entre vos deux incisives centrales. Un écart qu'on vous a peut-être conseillé de corriger, de cacher ou de laisser disparaître avec le temps. Vous ne vous êtes probablement jamais posé la question. C'est juste là, comme la couleur des yeux, une caractéristique innée avec laquelle on a appris à vivre. Mais ce petit espace n'est pas anodin. Ce n'est ni un accident, ni un hasard. Et pendant très longtemps, presque tout le monde a mal compris son origine. Les explications les plus simples pointaient dans une direction. Les photos de famille allaient dans le même sens. Et pourtant, quelque chose clochait. Un schéma qui se répétait de génération en génération, mais qui résistait à une explication simple. Un trait qui semblait superficiel, mais qui se comportait comme un héritage génétique. Puis la génétique est entrée en scène, et ces révélations n'ont pas seulement affiné les anciennes hypothèses. Elles en ont complètement bouleversé une partie. L'espace entre vos incisives centrales a une histoire. Il possède des gènes spécifiques, une histoire évolutive et une histoire inscrite dans votre mâchoire qui remonte à des dizaines de milliers d'années. Pour comprendre ce que l'ADN a révélé, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement ce petit espace dans votre sourire. Commençons par le nom, car il est révélateur. Les dentistes l'appellent diastème, du grec diastème, qui signifie intervalle ou espace entre deux dents. Techniquement, un diastème est un espace visible entre deux dents. Mais lorsqu'on imagine un diastème, on pense généralement à celui situé au centre de la mâchoire supérieure, entre les deux incisives centrales. Il s'agit du diastème médian maxillaire. C'est l'une des caractéristiques les plus fréquentes de la bouche humaine. Il est omniprésent chez les enfants, à tel point que les pédodontistes ont un nom pour la période de développement où presque tous les enfants en ont un. Et il persiste à l'âge adulte chez une part importante de la population. Il est si courant que vous pouvez presque certainement imaginer plusieurs visages qui en sont pourvus. Pendant longtemps, l'idée reçue concernant cet espace était simpliste, et cette idée était en grande partie fausse. On pensait qu'un diastème était un défaut, quelque chose qui vous était arrivé plutôt qu'une caractéristique de votre personnalité, un accident esthétique. Et là où ce n'était pas considéré comme un accident, on l'attribuait à une habitude, à la succion du pouce, à l'utilisation prolongée d'une tétine, ou encore à une langue infantile qui appuyait contre les dents. Ces explications n'étaient pas sorties de nulle part. Les habitudes peuvent réellement déplacer les dents et un pouce appuyé contre les incisives pendant des années peut effectivement créer un espace. Ces explications étaient partiellement vraies. C'était précisément là le problème. Elles étaient suffisamment souvent vraies pour paraître comme la seule explication, ce qui signifiait que pendant des décennies, la cause profonde restait insoupçonnée, inexplorée, car l'habitude ne pouvait expliquer ce qui se répétait sans cesse. Elle ne pouvait expliquer pourquoi cet écartement était héréditaire. Elle ne pouvait expliquer pourquoi un enfant élevé sans jamais sucer son pouce, dans un foyer où personne n'était intervenu, verrait ses dents définitives pousser et révélerait exactement le même écartement que sa mère et son père avant elle. L'explication purement esthétique considérait cet écartement comme une conséquence de l'environnement. Les faits suggéraient le contraire. Cet écartement était une caractéristique congénitale, et dès qu'on s'intéresse à sa transmission familiale, la théorie de l'accident s'effondre complètement. La ressemblance familiale était un signal persistant. Quiconque en possède une connaît cette sensation de la reconnaître ailleurs.
sur une vieille photo de ses parents, chez un frère ou une sœur, chez un enfant qui grandit et affiche un sourire avec le même espace, assis au même endroit. Il ne s'agit ni d'imagination, ni d'une coïncidence. C'est l'une des observations les plus fiables sur le sujet. Et c'est ce qui a orienté les chercheurs vers la biologie bien avant que le mécanisme ne soit identifié. Les chercheurs ont finalement tenté de la mesurer directement, ce qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour distinguer l'hérédité de l'environnement, il faut étudier les familles et comparer le degré de ressemblance entre les membres d'une même famille à celui qu'on attendrait si ce trait était simplement aléatoire. Lorsque des chercheurs de l'université Case Western Reserve ont entrepris cette étude en analysant l'écart entre les lignes médianes au sein des familles, ils ont obtenu un résultat. Dans leur échantillon de sujets d'origine européenne, l'héritabilité du diastème médian s'est avérée être d'environ 0,32. Ce chiffre signifie qu'une part importante de la variation chez les personnes présentant ou non cet écart est due à des facteurs héréditaires plutôt qu'au hasard ou à l'habitude. La même étude a révélé que ce schéma était compatible avec un mode de transmission autosomique dominant, un mode où un caractère se transmet directement d'une génération à l'autre, sans interruption ni dissimulation. Imaginez ce que cela implique. Un tiers de la variation au sein de cette population était inscrit dans la lignée familiale. Pas le pouce, pas la tétine, mais la lignée. Et cette transmission était suffisamment forte pour se comporter comme un caractère dominant, de ceux que les généticiens associent à des caractéristiques qui se manifestent de génération en génération, à l'instar de certains nez ou de certains mentons. Mais l'héritabilité est une forme de preuve particulière. Elle indique qu'un caractère est hérité sans préciser sa nature exacte. C'est un chiffre qui prouve l'existence d'une base génétique tout en laissant le mécanisme sous-jacent inconnu. Les résultats de l'étude de Case Western Reserve étaient concrets. Ils ont établi que l'écart était, en grande partie, d'origine génétique. En revanche, ils ne permettaient pas d'expliquer ce mode de transmission, de nommer ce qui se transmettait au sein de ces familles, ni de dire quelles caractéristiques physiques les gènes étaient nés précisément à l'origine de ce phénomène. Les formes des poteries et les arbres généalogiques sont des outils puissants. Cela ne signifie pas pour autant que l'on comprend le mécanisme. Et ce mécanisme, il s'est avéré, était sous nos yeux, sous la simple apparence de l'arithmétique de la formation de la bouche. Ce mécanisme, une fois élucidé, était d'une simplicité presque décevante. Pas un seul gène responsable des espaces interdentaires. Pas un défaut, juste une question d'arithmétique. Une bouche est l'assemblage de deux mesures indépendantes, et un espace interdentaire se forme lorsque ces deux mesures ne correspondent pas. La première mesure concerne la mâchoire, et plus précisément la taille de l'arcade dentaire, la crête osseuse incurvée dans laquelle les dents sont implantées. La seconde concerne les dents elles-mêmes, leur largeur lors de leur éruption et de leur alignement le long de cette arcade. Pour qu'un sourire se ferme harmonieusement, chaque dent touchant sa voisine, ces deux mesures doivent être proportionnelles. Les dents doivent être suffisamment larges, collectivement, pour remplir l'os dans lequel elles sont implantées. Lorsque l'équilibre est atteint, les dents se touchent. Dans le cas contraire, deux résultats sont possibles. Si les dents sont trop grandes pour la mâchoire, elles se chevauchent et se tordent pour gagner de la place. Si les dents sont trop petites pour la mâchoire,
c'est l'inverse qui se produit. L'os est plus abondant que les dents pour le combler, et l'espace restant doit bien se loger quelque part. Il se crée alors un diastème. Et voici le point crucial. Ces deux caractéristiques sont héréditaires et indépendantes. La taille de la mâchoire, la taille des dents, tout cela est héréditaire. Et surtout, ces traits sont hérités séparément, potentiellement de branches différentes de l'arbre généalogique. C'est la vérité que la théorie de l'accident a complètement ignorée. On peut hériter d'une arcade dentaire large d'un parent et d'incisives petites et étroites de l'autre. Et aucun de ces traits n'est un défaut en soi. Une mâchoire large n'est pas un défaut. Des petites dents ne sont pas un défaut. Mais lorsqu'elles sont combinées dans une même bouche, le diastème n'est absolument pas le fruit du hasard. C'est le résultat prévisible, presque mathématique, de deux caractéristiques parfaitement normales qui se rencontrent sur un même visage. Cela explique tout ce que la théorie de l'habitude ne pouvait pas expliquer. Cela explique pourquoi le diastème est héréditaire, parce que les deux facteurs sont héréditaires. Cela explique pourquoi des frères et sœurs peuvent présenter un espacement interdentaire similaire, sans avoir des écarts identiques, car chacun hérite d'une combinaison légèrement différente des mêmes deux mesures. Cela explique pourquoi ce trait se comporte comme un gène héréditaire, car il en est un. Deux héritages qui se croisent. Et une fois que les chercheurs ont compris que l'écartement interdentaire était déterminé par l'hérédité de la mâchoire et des dents, la question suivante s'est imposée d'elle-même. Si ce trait est génétique, où exactement se situe-t-il dans l'ADN? Quels sont les gènes qui déterminent la taille d'une dent? C'est là que l'histoire cesse de concerner les familles et commence à concerner les molécules. Pendant la majeure partie de l'histoire de ce sujet, l'hérédité était la limite de ce que l'on pouvait raisonnablement espérer. L'hérédité était réelle. Les calculs relatifs à la mâchoire et aux dents étaient logiques. Mais les instructions génétiques précises, les séquences d'ADN spécifiques qui agissent, restaient inaccessibles. Puis les chercheurs étudiant le développement dentaire ont commencé à les nommer, et l'image, auparavant floue, est devenue plus précise. Les éléments centraux se sont révélés être un petit ensemble de gènes qui régissent la formation des dents dès le départ. Deux noms reviennent sans cesse. Le premier est MSX1, un gène situé sur le chromosome 4 qui joue un rôle de régulateur principal dans le développement dentaire. Il s'agit d'un des mécanismes qui indiquent au tissu de construire une dent et de quel type. Le second est PAX9, un autre régulateur qui travaille en étroite collaboration avec MSX1. Les chercheurs ont découvert que ces deux gènes n'agissent pas seuls, mais interagissent. MSX1 et PAX9 contribuent ensemble à orchestrer le nombre de dents qui poussent, leur emplacement et, surtout, leur taille. Des variations dans ces gènes ont été liées non seulement à l'absence totale de développement dentaire, mais aussi à des variations de la taille des dents. Et la taille des dents, comme l'ont montré les calculs, représente la moitié du problème à l'origine d'un espace interdentaire. Ce ne sont pas les seuls acteurs. À mesure que les recherches en génétique se sont approfondies, le rôle de ces gènes s'est élargi pour inclure AXIN2, WNT1, ZERORA, TGFA et d'autres. On connaît aujourd'hui un réseau de plus de 300 gènes impliqués dans la formation de la dentition humaine, contrôlant le nombre, la position, la forme et la taille des dents. Autrement dit, cet écartement ne résulte pas d'un simple interrupteur.
Il découle d'un programme de développement complet, et les petites variations normales disséminées au sein de ce programme sont celles qui orientent la bouche vers des dents petites, une arcade dentaire spacieuse et cet espace interdentaire. Avant de vous présenter la dernière partie, l'histoire profonde de l'origine de cette caractéristique, je tiens à préciser ceci. Si vous vous êtes déjà demandé, en observant votre propre sourire, d'où vient cet écartement dans votre patrimoine génétique, j'ai rassemblé toutes les informations dans un guide intitulé « D'où venez-vous vraiment ?» Le lien se trouve dans la description. Mais restez avec nous, car la suite est souvent négligée. Nommer les gènes n'était pas la fin de l'histoire. Cela a soulevé une question plus complexe. Si les gènes sont responsables de cela, pourquoi ? Pourquoi l'ADN humain conçoit-il des bouches où les dents ne remplissent si souvent pas correctement la mâchoire? La réponse à cette question ne se trouve pas uniquement dans le génome, mais aussi dans les 12 000 dernières années de notre mode de vie. Avant de revenir en arrière, il convient d'aborder une complication importante, et l'ignorer simplifierait l'histoire au-delà de la réalité. Tous les espaces interdentaires ne sont pas uniquement dus à la taille des dents et des mâchoires, hérités de la génétique. Un autre mécanisme entre en jeu à l'origine de l'espace le plus fréquent, celui entre les deux incisives centrales supérieures. Si vous soulevez votre lèvre supérieure et observez la ligne médiane, vous apercevrez une fine bande de tissu partant de l'intérieur de la lèvre et descendant jusqu'à la gencive, entre les incisives. Cette bande, c'est le frein labial. Chez la plupart des gens, il est inséré haut et ne gêne pas. Mais chez certains, il est épais ou s'insère bas, descendant entre les incisives et s'insérant dans la gencive précisément à l'endroit où ses dents se rejoindraient. Dans cette position, le frein agit comme un coin. Il maintient les deux incisives centrales écartées et préserve l'espace qui, autrement, se serait refermé. C'est pourquoi les dentistes qui examinent un diastème chez un enfant vérifient d'abord le frein labial et pourquoi une petite intervention pour le libérer, la frénectomie, fait parfois partie du traitement d'un diastème persistant. Ainsi, le diastème n'a pas une cause unique. Il est multifactoriel, un terme employé par les chercheurs précisément parce qu'aucun facteur isolé n'explique tous les cas. Une personne peut hériter d'une arcade dentaire large et de petites incisives, et, de surcroît, d'un frein labial bas, et peut-être aussi d'une mauvaise habitude linguale infantile. L'ensemble de ces facteurs contribue à la formation du diastème, fruit de plusieurs facteurs combinés. C'est ce point qu'il faut retenir, car il reflète ce que la génétique nous apprend sans cesse sur presque tous les traits humains. L'ADN ne garantit pas un résultat. Il indique une fourchette, une tendance, un point de départ. Le développement, les tissus et les habitudes complètent ensuite le tableau. Autrement dit, les anciennes hypothèses n'étaient là pas totalement fausses. Les habitudes peuvent vraiment avoir leur importance. Les tissus peuvent vraiment avoir leur importance. Elles étaient simplement fondamentalement incomplètes, erronées quant au facteur fondamental. Le frein de la bouche peut maintenir un espace interdentaire ouvert, mais il n'a jamais été la raison pour laquelle ces espaces sont si fréquents chez l'espèce humaine. Pour cela, il faut expliquer pourquoi la bouche humaine présente si souvent plus de mâchoires que de dents. Et il ne s'agit pas d'une question vous concernant, vous, votre famille ou votre frein de la bouche. C'est une question qui concerne l'être humain dans son ensemble, et la réponse est l'une des plus surprenantes
de toute cette histoire. Voici le point de départ qui change tout. La raison pour laquelle les espaces interdentaires sont si fréquents chez l'humanité n'a rien à voir avec les dents. Elle est liée à la mâchoire et à son évolution au cours des 12 000 dernières années du fait de son rétrécissement. Pendant la majeure partie de l'existence de notre espèce, nos ancêtres se nourrissaient comme tous les animaux sauvages, des aliments crus, des aliments durs, des racines, de la viande crue, des plantes fibreuses, des choses qu'il fallait déchirer, broyer et mâcher longuement avant de pouvoir les avaler. Ce type d'alimentation exige un appareil masticateur puissant, et le corps humain en a développé un. Des mâchoires puissantes, une musculature dense, une arcade dentaire robuste et bien développée, suffisamment grande pour accueillir une dentition complète. La mâchoire et les dents se sont développées de manière proportionnelle, car le même régime alimentaire riche en fibres qui a façonné la mâchoire a également favorisé la croissance des dents. Puis, il y a environ 12 000 ans, est apparue l'agriculture, apportant avec elle la cuisson, la transformation des aliments et l'adoucissement progressif de tous les aliments que nous consommons. Céréales au lieu de racines, aliments cuits au lieu d'aliments crus, aliments mous au lieu d'aliments durs. La mâchoire, n'étant plus soumise aux mêmes contraintes qu'au cours de millions d'années, a commencé à réagir. L'étude des ossements des populations après la transition agricole permet aux chercheurs de le constater directement. La mâchoire humaine a diminué de volume, mais les dents n'ont pas rétréci au même rythme. C'est là le décalage crucial. La taille des dents est déterminée avec précision par les gènes du développement que nous venons de rencontrer, MSX1S et PX9S, et elle a évolué lentement. La taille de la mâchoire, bien plus sensible à l'alimentation et aux contraintes physiques de la mastication pendant la croissance infantile, a évolué plus rapidement. Le résultat, un organisme fonctionnant selon des calculs obsolètes. Certaines personnes ont hérité d'une mâchoire façonnée par l'alimentation moderne, riche en aliments mous et de dents plus proches de la taille d'antan, laissant un espace vide. Les chercheurs ont un nom pour ce décalage, où le corps est adapté à un environnement qui n'existe plus, l'inadéquation évolutive. Ainsi, l'espace entre les dents dans un sourire moderne est, en un sens, un fossile. C'est la trace visible d'un changement survenu il y a 12 000 ans dans les habitudes alimentaires humaines, inscrites dans un seul visage. Non pas un défaut, mais une signature, la marque d'une espèce dont la mâchoire s'est développée plus vite que ses dents, ou inversement, gravée dans la bouche des gens d'aujourd'hui. Et une fois que l'on perçoit cet espace comme un héritage ancien, partagé et significatif, on commence à comprendre pourquoi tant de cultures, bien avant que tout cela ne soit compris, le considéraient comme un atout. Voici ce que ceux qui vous ont conseillé de corriger ignoraient. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, dans la majeure partie du monde, cet espace n'était pas un défaut à corriger. C'était une marque admirable. Et les cultures qui l'admiraient, sans connaître la génétique, réagissaient à une réalité, un trait ancien, héréditaire, et loin d'être accidentel. En Afrique de l'Ouest, cet écart n'est pas un problème, mais un atout. Chez les Yoruba du Nigeria, il porte un nom affectueux et est perçu comme un signe de beauté et de chance, particulièrement apprécié chez les femmes, à tel point que certains ont recours à des interventions pour en créer ou en élargir un. Dans une autre partie du monde où cet écart est apprécié, on consulte un dentiste non pas pour le corriger, mais pour l'agrandir. Ce même trait qu'une culture envoie un enfant chez l'orthodontiste
pour le faire disparaître, une autre le considère comme un atout à acquérir. Ce phénomène n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest. Dans l'Égypte antique, l'écart entre les dents de devant était associé à la beauté et à la chance. Dans certaines traditions folkloriques de l'Europe médiévale, cet écart était également interprété comme un signe, parfois lié à une nature voyageuse, aventureuse et infatigable. Les interprétations variaient, mais le fil conducteur est frappant. À travers les continents et les siècles, on a continué à observer ce même petit espace et à lui attribuer des significations telles que beauté, chance, fortune, audace. Là où l'idéal orthodontique occidental moderne d'un sourire parfait, uniforme et sans défaut, était perçu comme une imperfection, les traditions humaines plus anciennes et plus vastes y voyaient une caractéristique, une signature, quelque chose qui rendait un visage unique et une personne mémorable. Et voici ce qui est remarquable en toute discrétion. Ces cultures n'avaient pas accès aux études d'hérédité. Elles n'avaient jamais entendu parler de MSX1 ni de PAX9. Elles ignoraient tout de la réduction de la taille des mâchoires, des décalages évolutifs ou des interactions entre l'arcade dentaire et les dents. Et pourtant, elles pressentaient ce que la science allait confirmer plus tard. Cet espace n'était ni une lésion, ni un accident, ni une anomalie, mais une composante naturelle et héréditaire du visage humain, transmise de génération en génération, et qu'il valait la peine de préserver. La volonté moderne de le corriger était l'exception, et non la règle. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, cet espace était simplement l'une des façons dont un visage pouvait être beau. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez votre reflet et ce petit espace à l'avant de votre sourire, comprenez ce que vous voyez réellement. Il ne s'agit pas d'un défaut, d'un accident ou d'une mauvaise habitude. Vous voyez l'extrémité visible d'une très longue chaîne. Cet espace est le point de rencontre de deux héritages distincts. Une mâchoire d'une branche de votre famille et des dents d'une autre, aboutissant à un visage unique et ne correspondant pas tout à fait comme le prédisent les calculs. C'est l'expression superficielle de gènes au nom précis, MSX1, PAX9, et du vaste réseau qui a discrètement déterminé la taille de vos dents. C'est la trace d'un changement vieux de 12 000 ans dans la façon dont les êtres humains s'alimentent, une mâchoire qui s'est rétrécie plus vite que les dents qu'elle contenait, inscrite dans votre bouche comme un fossile dans la pierre. Et c'est cette même caractéristique que les Yoruba considéraient comme belle, que l'Égypte antique jugeait porte-bonheur, que les peuples du monde entier ont recherché plutôt que de l'effacer. La science n'a pas seulement expliqué cet espace, elle lui a conféré une dignité. Elle a retracé ce petit espace jusqu'à vos parents, à travers des dizaines de milliers d'années de mâchoires humaines, jusqu'aux confins de l'évolution. Et elle a trouvé, à chaque étape, non pas un défaut, mais un héritage. Cet espace n'est pas quelque chose qui vous est arrivé. C'est quelque chose que vous portez en vous, ancien, spécifique et qui vous est propre. L'histoire du visage humain est inscrite dans de petits traits comme celui-ci. Et au sens le plus littéral, cette histoire est encore en vous, là, dans votre sourire.